Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Cossé. Salut Fred. Salut Johan, merci pour ton invitation, c'est cool. Ça faisait un petit moment en plus que je n'avais pas fait de podcast et ça tombe bien du coup de partager ça avec toi. Merci à toi d'être présent aujourd'hui avec nous. Est-ce que pour introduire ce podcast, tu pourrais te présenter, parler un peu de ton parcours sportif et du coup à la fois professionnel, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Fred déjà. J'habite dans la région alsacienne, à côté de Strasbourg, où j'ai monté mon cabinet libéral de kinésithérapie depuis 2018 maintenant. Je me suis associé depuis avec Ulrich, mon associé, qui est devenu un très très bon ami. Et parallèlement à ça, j'ai ma boîte Praxio Consulting où j'accompagne des patients ou des clients en fonction si c'est réhabilitation ou coaching, on va dire, hein, sur des prises en charge de suivi. Mais en fait, souvent, ça mêle les deux. Et on va dire, c'est une prise en charge j'appelle ça de A à Z, entre souvent le soin et ça dérive après sur de la performance. Et ainsi que l'accompagnement en consulting sur des athlètes de très haut niveau. Et parallèlement à ça, je suis formateur au sein de cette boîte où je donne des formations en présentiel autour, par exemple, de l'épaule chez Calif ou chez Physioformation. Et puis chez Physioformation, il y a également d'autres formations en présentiel et en e-learning également sur des formats un peu particuliers sur des formations online. Donc là, c'est à peu près pour la partie professionnelle. Et pour mon background sportif, moi, je viens des sports de combat puisque j'ai fait une plus ou moins petite carrière dans le haut niveau en judo, puisque je suis allé, c'est pour ça que j'ai terminé à Strasbourg, parce qu'à la base, je suis à côté de Toulouse. Donc j'ai intégré le pôle sport de Toulouse, puis après le pôle France de Strasbourg, auquel je suis resté 4 ans. Et puis après, j'ai fait le choix d'arrêter le haut niveau pour me consacrer tout simplement à mon cursus d'études et professionnel derrière. Ok, Et ça marche. actuellement, je fais un mix de c'est moi qui me gère mes entraînements plus ou moins. Parfois, il y a Louis qui intervient un petit peu, mais de manière épisodique sur certains points. Mais au global, je fais un petit peu à ma sauce autour du travail de la force, autour du travail, un petit peu de développement des qualités athlétiques et un petit peu cardiovasculaire aussi. Je fais et de la gym par période. Et je fais un petit peu un mélange de tout ça. Et puis ça donne mon entraînement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la transition entre sportif de haut niveau et le côté du coup plus entraîneur où tu te retrouves de l'autre côté? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir entraîneur et passer de ce côté-là pour plus professionnel du coup? Euh, En fait, déjà, il faut savoir, officiellement, j'ai jamais eu de diplôme d'État, mais je pense que j'ai donné ce que je disais pile poil avant à ma compagne, à Mélanie. Je pense que j'ai dû donner au total, je pense que je dois être pas loin de 500 heures de cours de judo. Donc, et à tout niveau, hein, que ça soit chez les baby judo à 4-5 ans au niveau universitaire et Pôle France. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même fondamentalement marqué, cette transmission de savoir-faire, savoir-être, etc. Et sur le plan pédagogique, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours plu parce que Hem, l'enseignement, c'est un petit peu décortiquer, si tu veux, hem, les éléments clés, à transmettre à l'athlète pour qu'il s'approprie ces éléments clés par rapport à la façon dont il bouge.
C'est pas faire des copier-coller de Fred, c'est de faire en sorte qu'il arrive à optimiser son plein potentiel pour indirectement que il puisse faire un meilleur moule de lui-même. Et ça m'a toujours attiré. Et donc, naturellement, j'ai un petit peu aussi basculé vers ça. Et la deuxième chose, c'est que bah, le judo, c'est pas un sport qui paye. Là, un petit peu plus actuellement, parce qu'avec l'exposition médiatique de Teddy et de Clarisse, ça a ouvert un tout petit peu. Et encore, hein, c'est quasiment rien, à part Teddy et Clarisse. Les autres derrière, ils n'ont pas grand-chose. Et avec le développement de la ligue, des ligues par équipe, où les gros clubs payent un peu plus aussi, et surtout qu'il y a des primes, primes de match, etc. Ça vient tout petit peu du côté de la professionnalisation, mais il faut pas se leurrer. Le judo, c'est rien du tout. Ouais, c'est entre 2 et 3 000 euros par mois pour malheureusement les un peu mieux payés. À hors Teddy et Clarisse, c'est moins de 1 000 € par mois pour les autres. Donc, c'est pas avec ça que tu vas manger. Et c'est aussi pour ça que, globalement, j'ai un peu bifurqué également, bah, à la fois soit sur la kinésithérapie, soit sur, la préparation physique. Ok. Vis-à-vis de ton parcours passé de judoka, est-ce que le fait d'avoir été du coup poussé dans une certaine rigueur, etc., parce que pour accéder à un haut niveau, ça vient pas du jour au lendemain, du coup, tu as eu tout ton background. Comment ce passé-là enfin, est-ce qu'il t'a influencé dans ton approche de l'entraînement? Et si oui, de quelle manière? Bah, clairement, c'est la plus grosse influence à l'heure actuelle et ça le restera, toute ma vie, je pense. Hem, Parce qu'en fait, le judo, mais comme tous les sports de combat, c'est quelque chose qui est difficile, c'est usant, et cetera. Ça peut être redondant, ça peut être très frustrant parce que tu peux t'entraîner très dur et perdre en 10 secondes. Donc, ça crée, une relation, à la fois au niveau émotionnel, à la fois au niveau cognitif, psychologique, qui est assez particulier, que tu ne retrouves pas, heu, dans les autres sports. Hem et d'ailleurs, c'est assez marrant, il y a régulièrement des interviews, de grands combattants, mais qui ont fait aussi d'autres sports et il y a même, par exemple, des gros sportifs, qui ont fait, par exemple, du judo ou de la boxe et cetera et ils ont souvent tous le même discours, c'est que personne ne retrouve ce qu'on ressent au sein des sports de combat. Parce que le sport de combat, il t'amène, comme tu l'as dit tout à l'heure, une certaine rigueur. Aller, combattre tous les jours, c'est pas marrant, hein. Ça peut être marrant, mais il y a des jours où tu as juste pas envie, d'avoir mal, tout simplement. Hem, Parce que, c'est quelque chose quand je dis mal, c'est pas dire une douleur qui t'empêche et qui se répercute, négativement dans ton activité quotidienne. Mais, quand tu fais du sport de combat, il faut que tu acceptes que pendant les entraînements, c'est possible que tu aies, quelque chose d'ingrat, que tu aies quelque chose qui soit inconfortable, douloureux et cetera. Et du coup, il y a des jours où tu as pas forcément envie d'avoir ça, mais, tu as la rigueur d'y aller. Et en fait, il y a quelque chose que le judo m'a appris, c'est que en fait, depuis tout petit, quasiment, c'est très rare, hein, mais je je vais, de manière machinale, on va dire, je vais m'entraîner. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je m'entraîne. Mais, c'est, au sens d'une routine, c'est-à-dire que ça en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie c'est comme mon emploi du temps de travail, sauf que, bah, je vais à l'entraînement et heu et que en fait, ça t'apprend un petit peu à te détacher de tes émotions et te dire: «OK, bah, go, feu, peu importe ce qui se passe» et après, avec la maturité, tu apprends à mieux réguler, cette routine, mais ça t'apprend justement cette rigueur-là. OK, j'y vais quoi qu'il arrive, peu importe mes émotions, ben je le fais et en fait, en apportant ça après, en le calquant, bah, sur ta vie,
professionnel. C'est juste que tu arrives à faire plus que les autres parce que, eux, ils l'ont pas appris et moi, ça fait depuis tout petit que je le fais. C'est la plus on va dire, c'est la plus grande, leçon que j'aurais appris, avec ce cursus de haut niveau. Au-delà, au-delà bien sûr, hein, j'ai énormément, rencontré du monde, des amitiés, des relations entraîneur-entraîné et cetera. Mais, sur cette rigueur-là, c'est ce qui m'a le plus profondément impacté et je pense que c'est aussi pour ça que j'en arrive là aujourd'hui, quoi. OK et du coup, j'imagine que c'est quelque chose que tu essayes de transmettre aux sportifs, qui viennent te voir. Est-ce que j'imagine que du coup, il y a des sportifs qui ont peut-être déjà cette rigueur si, ça a été, ils l'ont approprié grâce à leur culture. Comment tu transmets ce message aux autres sportifs qui viennent d'une culture différente et qui ont pas forcément, cette rigueur, on va dire vraiment carrée à 100%? Ils l'ont peut-être, mais pas forcément, à ta hauteur, tu vois? Bah, franchement, c'est compliqué. Ouais, C'est vraiment ouais, j'imagine bien, ouais. compliqué. En plus, il faut dissocier la culture, du sportif dans lequel il évolue. La culture d'un combattant, ce ne sera pas la culture d'un basketteur, ce ne sera pas la culture d'un footballeur, ce ne sera pas la culture, d'un danseur et cetera. Hem, il faut dissocier aussi le côté, stakhanoviste, heu, faire pour faire. C'est plutôt le discours que j'ai, à l'heure actuelle, c'est être régulier. Donc ça, c'est bien sûr le point clé. Être régulier, mais dans cette régularité, c'est, améliorer la qualité de la régularité. Ça, c'est un premier point où moi, dans ma vie, sportive, j'ai pas je suis quelqu'un de ouais, d'extrémiste, de stakhanoviste dans l'entraînement et c'est pas forcément bien. J'aime bien plutôt dire: «Faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais» ou de manière différente. En plus, j'ai un profil psy assez particulier, vis-à-vis du sport, mais hem, l'idée donc c'est d'être régulier, c'est d'avoir une accumulation régulière de la qualité. Donc ça, c'est un des points clés à mon sens. Et une fois déjà que tu as pu avoir, du coup, cette régularité dans la qualité, alors après tu vas pouvoir aller chercher d'autres points plus proches de la performance. Mais pour avoir ton socle de performance, il faut que tu sois en capacité d'augmenter ta réserve autour d'un volume qualitatif. Donc ça, c'est quelque chose où j'insiste de plus en plus. Deuxième point, bah, après ça dépend, aussi tout ce qui est, il faut pas se leurrer, hein, et toute la culture financière qu'il y a dans un sport. Un sportif qui a les moyens versus un sportif qui n'a pas les moyens, bah, c'est complètement différent parce que moi, tout simplement, je bosse avec les 2 types, vraiment les extrêmes. C'est sûr que, si tu as un sportif qui gagne des millions, il va et c'est là où moi le discours, j'insiste bien. À partir du moment où tu as l'argent, bah, c'est à toi de faire en sorte de créer un environnement autour de toi vertueux, où tu mets en place, via des solutions financières, une équipe autour de toi ou des solutions autour de toi pour aller dans le droit chemin. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, bah, par exemple, si tu te fais drafter à 18 ans en NBA, tu as 18 ans, tu as quelques millions qui tombent sur ton compte en banque, bah, il f à mon sens, c'est une culture que tu dois transmettre, sinon tu peux vite partir en cacahuète. Et ça, c'est quelque chose que, bah, ça serait bien que les jeunes, les très jeunes, hein, en dessous de 25 ans, ils entendent, hem, si vous avez les moyens, construisez quelque chose autour de vous pour aller dans le bon sens et pour pouvoir perdurer. Parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Tu, quand on parle, de performance, on peut faire une performance de manière isolée et c'est très bien en soi. Mais si à partir du moment où l'athlète, il souhaite durer,
s'il souhaite durer, il faut mettre des choses en place pour qu'il puisse durer réellement dans le temps. Si l'athlète il souhaite juste avoir une performance isolée, là, il fait tout pour mettre en place un environnement de performance autour de lui. Si par contre, il veut tenir sur 5, 10, 15 ans, il n'a pas le choix à un moment donné. Il faudra utiliser des leviers financiers, des leviers humains pour pouvoir avoir ce cercle vertueux. Maintenant, si on parle d'athlètes qui n'ont pas forcément des millions, c'est essayer, on a de la chance, hein, aujourd'hui en France encore, même si, l'offre de soins, a nettement perdu en qualité, c'est, d'utiliser les leviers, financiers que le gouvernement français met en place pour les Français, donc la sécurité sociale et cetera, pour, trouver, des praticiens de qualité, et s'entourer de cette manière-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en fonction de la culture dans laquelle il évolue. Un combattant, par exemple, qui est extrémiste, qui s'entraîne très, très dur, c'est dire: «OK, tu peux t'entraîner dur, c'est pas un problème, mais il va falloir t'entraîner dur et intelligemment». Et c'est du coup transmettre cette intelligence d'entraînement, aux aux combattants avec qui tu bosses pour, lui dire: «OK, peut-être que t'entraîner tout le temps dur, mais dur au sens, je finis fatigué, je finis exténué, j'accepte plus ou moins de m'entraîner avec des douleurs plus ou moins tolérables». Il y a peut-être mieux à faire. On peut s'entraîner dur, mais peut-être que, il y a ce point-là technique que tu vas pouvoir, développer un peu plus. Il y a ces modalités d'entraînement qui vont être plus adaptées, pour, engendrer des leviers de performance qui vont être meilleurs, chez toi, sachant que cette modalité-là, elle est moins taxante et du coup, sur le long terme, ça sera un petit peu mieux. Et du coup, on construit des strates, chez ces individus et plutôt que de tout faire et de tout lui apprendre d'un coup, tu lui construis une strate de qualité. Comment mettre en place des solutions pour améliorer cette strate de qualité? OK, tu l'as compris, et bien on passe à la strate suivante et ainsi de suite. Comme ça, une fois qu'il aura les différentes strates et qu'il aura compris, comment les agencer, du coup, il va pouvoir développer une autonomie qui sera nécessaire à cette autonomie parce que tout simplement, il n'a pas les moyens, financiers, de s'entourer. Donc, c'est globalement à peu près, les extrêmes que je t'ai présentés, mais ça permet au moins d'avoir, un discours qui va être un petit peu adapté, l'un par rapport à l'autre. OK. Tu parles de perdurer dans le temps et du coup d'avoir une vision, long terme, ce qui est, je pense, très important pour les sportifs qui aspirent à avoir une certaine carrière. Tu disais même mettre des choses en place. Est-ce que tu pourrais approfondir un peu plus sur ces paramètres? Évidemment généraux, parce que dans les détails, ça dépend de chaque sportif, mais quels sont ces paramètres généraux à mettre en place ou à, porter attention pour, dans le but d'une vision, long terme? En vrai, la meilleure réponse, c'est que je ne sais pas. D'accord? Si on est parfaitement honnête, pourquoi? Parce que ça dépend du contexte, ça dépend de l'individu, ça dépend du sport, ça dépend du modèle de performance choisi, ça dépend du modèle, de santé autour du modèle de performance qui doit être mis en place. Donc la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Après, il y a des, sujets, on va dire, des sujets transversaux. Heu, un truc bateau, c'est est-ce que tu es en bonne santé? Déjà. C'est-à-dire, est-ce que tu as une qualité de vie qui te permet de rester en bonne santé? C'est bateau, mais est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu t'hydrates bien? Donc ça, c'est vraiment, des bases qu'on entend et réentend, mais au final, ça reste un socle, qui est quand même, à mon sens, un petit peu pertinent. La deuxième chose, c'est, finalement, est-ce que tu t'entraînes assez? S'entraîner trop, c'est délétère, s'entraîner pas assez, c'est délétère. On le sait. Les deux extrêmes sont délétères. C'est finalement, avoir,
des paramètres observables chez cet individu, demander, pardon, pas donner, demander par rapport à ces paramètres observables, qualité de sommeil, état de fatigue, le ressenti de la séance, la qualité, comment il se juge d'un point de vue technique, etc., etc., etc. On peut prendre plein de paramètres, demander des feedbacks par rapport à ces paramètres-là et qu'on avance d'une séance à l'autre en utilisant les feedbacks de l'athlète et en les corrélant à ce que souhaite l'entraîneur. Ça va permettre de modéliser un volume général d'entraînement, une charge globale qui va faire en sorte que globalement, on arrive à faire en sorte que la charge de travail dans l'entraînement, elle dépasse largement la charge de travail de la compétition et ça va nettement lisser en deçà le risque de blessure. Donc, ça peut être une bonne chose aussi. Après, je le vois et quand même au global, c'est nettement mieux. On ne peut pas faire tout seul. Donc pour un modèle de longévité, c'est à voir, s'il y a un entraîneur qui a la capacité pour, mais quand c'est sur le domaine de la santé, il faut quand même avoir, une, une personne qui est formée dans le domaine de la santé et du coup, en général, sur tout ce qui est musculo-squelettique, c'est tout le corps autour de la kinésithérapie. C'est, trouver une personne avec laquelle on peut échanger, on peut voir régulièrement et on le voit, au global quand même, on peut donner des routines de travail et cetera à l'athlète, mais quand on voit quelqu'un en présentiel, ça ne veut pas dire le voir 2-3 fois par semaine, mais le voir 1 fois par semaine, le voir 2-3 fois dans le mois. On arrive, de cette façon-là, avec les retours de l'athlète, plus nous, ce qu'on voit par rapport à notre métier à nous, on arrive quand même à ajuster, pas instantanément, mais on va dire sur une temporalité à la semaine, euh, de manière un peu plus fine, un peu plus précise. Là, d'autres choses, on a parlé de routine, avoir quelques routines euh, autour des échauffements ou autour euh, post-entraînement, pas des trucs longs, hein, mais de 10-15 minutes sur les problématiques récurrentes qui reviennent chez la personne. Ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi à garder soit en fil rouge sur une saison, et après on le fait évoluer sur la saison off, soit sur des points un peu plus précis, de manière un peu plus sporadique. Donc ça, et une dernière option quand même qui fonctionne très, très bien, c'est blinder la off-saison. Mm. Le but d'un entraîneur en saison, c'est d'être performant, pour les compétitions et ça ne veut pas dire être performant, hem, au sens faire des gains en musculation, faire des gains en mobilité. C'est différent du modèle de performance de la compétition. Donc, ce modèle autour de la mobilité, de la stabilisation articulaire, du développement de la force, de l'hypertrophie, c'est la off-saison. Tu as allez, ça dépend en fonction de quand, tu as entre 2 et 4 mois de préparation où là, tu vas pouvoir envoyer et on le voit en général, si ça s'est bien passé, la saison derrière, après, les blessures restent des blessures plus ou moins spontanées ou non voulues. Mais en général, si on a fait un gros bloc de off-saison, ça se passe un petit peu mieux aussi sur la saison qui suit. Et la dernière, enfin non, on en a déjà parlé, hein, c'est au global, hein, c'est comment tu gères la charge sur tes semaines, sur ton année. C'est quelque chose, c'est un des points clés pour l'avenir. Ça devrait déjà l'être, mais les préparateurs physiques, hem, je pense, n'ont pas ça suffisamment à l'esprit, se cacher derrière des datas. On le voit, le taux de blessure ne diminue pas, alors que la data s'améliore. Donc, si le taux de blessure ne change pas,
et que la data s'améliore, c'est que les data, il y a peu de chances que ce soit le point clé et qu'il va falloir remettre en perspective ce modèle de performance au global et comprendre que si on s'entraîne mieux, parfois même plus souvent, mais de meilleure qualité, on arrive en général à quelque chose qui, au global sur l'année, on a moins de risques de blessure. Si on a moins de risques de blessure, on est moins souvent hors des terrains. Si on est plus souvent sur le terrain, au global, par rapport à tes adversaires, bah, ça fonctionne mieux en général. Et tu vois, il y avait eu une super interview de Kobe Bryant sur mon Kobe, ça reste Kobe, hein, c'est un extraterrestre, staccanoviste, qui se levait à 4 heures du matin pour s'entraîner, etc. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne solution, mais, et pareil, il y a peut-être d'autres choses qu'il n'a pas fait pour pouvoir, heu, qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire qu'il aurait fait moins d'entraînement pour faire aussi bien, certainement, il aurait pu faire aussi ça. Mais il y a quelque chose qu'il faisait plus, c'est qu'au final, il s'entraînait plus que les autres et comme son corps, en plus, le tolérait, bah, au final, c'est un des meilleurs de l'histoire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme lui, il faut avoir justement cette intelligence de faire plus, mais en faisant mieux. C'est ça qui est important. Ça va, Ouais, j'ai je suis assez. Ouais, 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 mais c'est bien, ça donne des pistes de réflexion sans apporter de vérité absolue qui n'est absolument applicable à personne. Mais je suis assez d'accord avec cette vision de s'entraîner mieux et plus souvent de meilleure qualité. Et tu Alors du parlais coup, oui, de. ça apporte pas de solution parce qu'elle est contextuelle, et elle dépend Bien sûr. et en fait, il faut avoir quelque chose à l'esprit, c'est que je pourrais te dire des trucs, mais ça ne veut pas dire qu'à Johan, le 27 novembre, ça s'applique. Pourquoi? Parce qu'en fonction en fonction de comment évolue ton corps dans telle temporalité, peut-être que Johan, le 27 novembre, il va réagir à quelque chose positivement. Et quand il va le faire le 6 août prochain, eh ben, peut-être que ça va être complètement l'inverse. Donc, en fait, j'ai pas le bon chemin. Le bon chemin, euh, c'est voir qui on a en face de nous, quel est l'être humain en premier, avant de le sportif, comment est l'être humain qui est en face de moi, comment est le sportif qui est en face de moi, faire un état des lieux de santé, et à partir de là, on peut réfléchir. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'apporter des pistes de réponse, des pistes de réflexion. Pour ensuite, si les personnes écoutent, se disent, ah tiens, ça, je l'avais pas, je vais essayer de l'appliquer en fonction de mes problématiques, tu vois. Donc, Exactement. c'est en ça, du coup, ta réponse, elle est très pertinente. Et je rebondis juste, tu parlais de charge d'entraînement, que c'était important du coup, de bien la gérer. On entend, il y a pas mal de manières de gérer les charges d'entraînement. Il y en a qui sont plus ou moins critiquées. C'est, c'est quoi ton avis sur la gestion de la charge d'entraînement? Est-ce qu'il y a des outils que toi, tu recommandes ou que tu privilégies par rapport à d'autres? Tu vois, la réponse va être compliquée parce que la question est compliquée. Ouais, Euh, Déjà, de un, je fonctionne vraiment, ceux qui me connaissent, ils le savent, j'entraîne pas du tout pareil, les sportifs de très haut niveau, que les sportifs de haut niveau, que les sportifs amateurs. Et je vais peut-être te surprendre, et j'en discutais avec Loïs il y a pas longtemps. Hem, pour les sportifs de très haut niveau, je fais pas de la fameuse programmation, périodisation, et cetera. C'est au jour le jour. En gros, plus le niveau de l'athlète «décroît» entre guillemets, plus je périodise et je programme. Parce que c'est facile chez les amateurs, on va dire. Ouais, même jusqu'au niveau national, c'est assez facile. Mais par contre, pour le très, très, très haut niveau, c'est au jour le jour quasiment. Pourquoi? Parce que, ou à la semaine, on va dire, maximum, parce que, c'est tellement des athlètes avec des capacités adaptatives élevées que, tu vas leur proposer un truc, 2 séances après, il est assimilé. Et ben tu fais quoi? Il va falloir faire autre chose.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour les sportifs de très très haut niveau, ma vision, elle est plutôt, ils savent déjà, ils sont très bons dans leur sport. Moi, ce que je veux, c'est que, en général, et c'est pour ça qu'ils me contactent, c'est un peu de manière au début désespérée. Ils ont vu tout le monde et ça va pas, et il faut que je sois entre guillemets le sauveur, tu vois. Donc, j'aime pas trop cette vision-là, mais de plus en plus, c'est ça. Donc, c'est se dire, OK, tu veux aller là, je peux t'y amener, mais déjà, il va falloir que j'ai des retours de toi, premier point. Et c'est faire en sorte que déjà, on va résoudre les gros problèmes. C'est quoi le plus urgent? D'accord? Et en général, je prends, ça dépend, mais autour entre 2 et 4 points urgents et je vais les blinder sur ça pendant quelques semaines. OK, les points urgents sont en train de disparaître. OK, ben on va pouvoir affiner sur le reste. Et c'est comme ça que je fonctionne avec les sportifs de très haut niveau et du coup, je vais avoir plutôt une approche, par maillon faible, d'accord? Donc un peu comme, Jérôme Simian ou Arnaud Ferrec travaillent, avec leurs athlètes, avec mon système à moi, mais un petit peu cette approche-là. C'est, avoir le plus grand levier possible avec la dose minimale possible. C'est plutôt cette recherche-là que je vais utiliser chez les sportifs de très haut niveau, parce qu'ils ont déjà plein de choses à gérer et que, le point le plus important, c'est qu'ils puissent s'exprimer dans leur sport à eux. On va pas en faire des machines physiques. Souvent, ça l'est indirectement parce qu'ils sont très doués, mais l'objectif, ça reste qu'ils soient forts dans leur sport. Donc, s'ils ne sont pas disponibles après pour pratiquer leur sport, ben, c'est que tu es à côté de la plaque. Donc, ça, c'est pour les sportifs de très haut niveau. Pour les autres, ben, j'ai tendance à plus faire le classique, la périodisation, la programmation, etc. Et juste, recontextualise ta question juste pour, parce que là, je voulais juste établir le contexte. Ma question, c'était quoi? Je crois que je l'ai perdu. Il faudra juste qu'on le coupe ça. Ouais. Hem, Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu disais du coup que tu travaillais par maillon faible, mais oui. si tu as besoin de maintenir une qualité physique ou maintenir quelque chose à côté, tu le fais quand même ou tu mets quand même de côté ce maintien? Hem, ouais, alors, la qualité de maintien, c'est, une question que je me suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup posée. Elle est individuelle et elle dépend aussi des qualités que tu souhaites maintenir et des patterns que tu veux entretenir. On va prendre un truc bateau. Un deadlift, par exemple, c'est un niveau de alors, si on prend la qualité de force en deadlift, c'est assez facile à maintenir et ça nécessite très peu de temps. Parce que c'est quelque chose qui mobilise, beaucoup, de structures musculo-squelettiques et sur le système nerveux et globalement, bah, tu pourrais faire une séance dure tous les 15 jours, ça suffirait, tu vois? À peu près. Hem, alors qu'il y a d'autres, mouvements qui, eux, nécessitent d'avoir une fréquence un peu plus importante. Donc, en fait, déjà, tout dépend ce que toi tu souhaites, maintenir sur la saison. Si on prend en compte les paramètres d'hypertrophie, à partir du moment où, tu restes actif, que, tu manges suffisamment, globalement, si tu as fait des gains en hypertrophie, il faudra peu de choses. Une séance dans la semaine où tu te rapproches de l'échec, à partir du moment où cet échec, ça aussi, c'est important, à partir du moment où cet échec ne se répercute pas négativement pour l'entraînement derrière, hein, c'est important. Mais même si tu gardes quelques reps de réserve, si tu es sur une fourchette globale entre 6 et 15 répétitions, que tu envoies un petit peu, 1 à 2 séries dans la semaine, ça se maintient sur toute la saison.
voire même, si tu fais par exemple un sport d'opposition de type combat, JJB par exemple, ou lutte, et que tu as fait des gros gains hypertrophiques en hors saison, il y a de grandes chances qu'il y ait une grosse partie qui se maintienne. Juste parce que l'activité va bien se transférer pour ça, tu vois. Donc, il faut plutôt prendre en compte dans quoi il évolue, dans quel type de sport l'athlète il évolue, quel est le pattern que tu veux maintenir et quelle est la qualité athlétique que tu veux maintenir. Une fois que tu as ça, tu as à peu près les réponses. Euh, Plus le pattern il mobilise moins de structure et, et moins de masse musculaire, etc. En général, il faut un peu plus de redondance. D'accord? Plus le pattern sera grand et nécessite un gros engagement du système nerveux, plus en général, il y a moins besoin de fréquence par rapport à ce que j'ai pu voir. Lire, voir, expérimenter, etc. Si ça peut aider. Après, c'est vraiment, comme j'ai dit, individuel, etc. Mais si déjà ça peut aider, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il y a un truc, par exemple, que j'ai pu noter. Plus la personne, d'un point de vue technique, d'accord, euh, maintient d'une qualité technique, plus la personne, elle a travaillé dur pour avoir le maintien de qualité technique. Exemple, tu as travaillé très dur pendant 1 an pour avoir ton handstand. Il faudra très très peu après pour maintenir le handstand ou le retrouver. Exemple, moi, j'ai travaillé super dur le handstand. Euh, on va dire, sur mon année de médecine, j'avais quoi, entre 18 et 20 ans, on va dire. Bah, depuis 18 ou 20 ans, aujourd'hui j'en ai 33. Je pense que, alors à l'époque, j'avais réussi une grosse performance qui est quand même de tenir un handstand d'un équilibre propre, bien aligné pendant 2 minutes sur parallèle. Ok. Euh, je pense que si je fais un mini-cycle de 15 jours avec 2, 3 séances par semaine, je pense que j'ai 1 minute ou plus automatiquement assez carré, assez propre. Pareil, tu vois, sur mes free HSPU, donc les handstands en full déficit HSPU sur parallèle, sans mur, mon record, il est de 3. Là, j'ai fait juste 2 sessions récemment. En plus, j'ai pris du poids. Bah, j'ai retrouvé quasiment en 2 séances, j'ai fait deux répétitions, tu vois, en full déficit. En fait, et c'est ça que j'ai remarqué, plus la demande technique elle est élevée et plus ça a été acquis, hein, d'accord? Ça, c'est important, hein, cette notion acquise au niveau du cerveau, plus on le retrouve facilement. Il y a une sorte de, je sais pas comment on explique ça d'un point de vue physio. En Je suis pas grammes, expert là-dedans, mais il y a un truc de mémoire. ouais, tout à fait. C'est De... c'est Ouais. engrammé en profondeur au niveau du cerveau. Là, tu vois, le judo, j'en ai beaucoup fait dans ma vie. Alors, j'aurais les réflexes, si je pouvais en refaire, j'aurais plein de réflexes qui seraient perdus. Mais si tu me demandes en one shot de faire une technique, je pense que je la fais pas comme avant, mais quasi, quoi. Mhm. Alors que Ouais. ça ferait des années que j'aurais pas touché un kimono, tu vois? Mais pourquoi? Alors que, par contre, si tu fais ça, on prend un autre truc. Si tu fais ça, tu commences le judo, toi. Tu fais ça pendant 2, 3 ans, tu arrêtes 5, 6 ans, ça va ressembler à rien au bout de 5, 6 ans. Pourquoi? Parce que cet engramme, il n'a pas été suffisamment long et poussé. Et je pense, un des points clés, c'est l'enfance. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton enfance? Premier point. Combien tu as fait pendant ton enfance? Avec quelle qualité on t'a apporté ça pendant ton enfance? Et derrière, c'est quelle est l'intention que tu mets pendant les séances. L'intention, c'est-à-dire le marqueur qualitatif que tu vas mettre dans ton approche de l'activité pendant la séance. Si ça a été bien fait, il y a de grandes chances que l'engramme soit suffisamment long pour
perdurer dans le temps. Ok. Et du coup, par rapport à ce que tu m'as dit là, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour revenir au contexte avec tes sportifs de haut niveau, quand tu, quand tu mets le focus sur leur maillon faible, tu avais dit de 2 à 4, est-ce que du coup, tu continues de maintenir certaines qualités, ou du coup, de différentes manières, comme tu viens d'expliquer, mais tu continues ce travail de maintien ou tu le laisses de côté parce que tu as vraiment un côté urgent? Bah, en fait, on va prendre un peu le problème à l'envers. C'est, OK, est-ce que quand tu sais, je t'ai parlé de traiter des urgences, d'accord? Ouais. Et qui dit urgence dit normalement que tu as identifié un marqueur, donc un maillon faible qui va limiter, que ça soit la santé ou la performance, d'accord? Donc, si tu améliores ce maillon faible, il y a de grandes chances que le maintien, il explose en fait. C'est-à-dire que c'est plus du maintien, c'est tu vas améliorer. Et c'est ça, gérer l'urgence. C'est-à-dire, c'est identifier des marqueurs qui vont avoir le plus grand, tu t'en souviens de la phrase: «Le plus grand levier possible à la dose minimale, possible». C'est comment je vais pouvoir impacter le plus possible mon athlète. C'est comme ça que je travaille avec eux. Après, si on parle de maintien, bah, en fait, ça dépend de la capacité, qu'ils ont à garder l'acquis, de ce maillon faible. En général, s'il y avait un maillon faible, c'est que soit il y avait une inhibition motrice, une douleur, et cetera. Donc si on lève la douleur et l'inhibition motrice, il va falloir derrière faire, suffisamment sur de longues semaines, une répétition. Pourquoi? Parce que c'était la nouvelle norme pour le cerveau, d'accord? Ce maillon faible et c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer, c'est dur au début et ça sera dur pour le cerveau de sortir de ce maillon faible. Donc il va falloir, jouer sur cette fréquence et avoir des approches de fréquence, de haute fréquence avec peu de fatigabilité. Donc c'est faire des 5-10 minutes régulièrement, 1 à 2 fois par jour pendant quelques semaines. Après, on pourra, diminuer la fréquence. Ça va faiblement impacter en termes de fatigabilité la personne. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas chercher à le fumer, mais on va chercher à avoir la meilleure dose qualitative sur une dose minimale effective à haute fréquence. Et une fois qu'on sera sorti de ça, après on peut faire une espèce de phase observationnelle, c'est-à-dire tu diminues grandement le volume et tu regardes, tu testes, retestes régulièrement. OK, le test retest est bon, OK, bah, c'est pas mal, c'est à peu près la dose qui permet de maintenir. Le test retest est moins bon, OK, bah, on réajuste un petit peu, hem, la charge. OK, je pense que là, on est bien, on reteste, ça se maintient. OK, ben ça, c'est ta dose actuelle qui te permet de maintenir ces acquis-là. OK, bon, on va voir ce que ça donne sur quelques semaines et puis on réajuste et ainsi de suite, jusqu'à trouver vraiment une dose minimale qui est vraiment acceptable. Hem, dans la semaine, je sais pas, je dis un truc bateau, hein, on dit qu'avec 2 fois 15 minutes par semaine, sur toute la saison, ça se maintient. Parfait et beh, feu. Ok, Mais ça marche. ça se construit comme ça. Tu réengrammes, donc haute fréquence, peu de volume. Une fois que c'est réengrammé, OK, tu as ta phase observationnelle. Comment, en manipulant les marqueurs de charge, tu arrives à faire en sorte que ça se maintient? OK, c'est pas encore. OK, on augmente un tout petit peu ta capacité de travail qualitative. OK, ta capacité à la monter, c'est mieux. OK, et bien maintenant, on va juste voir la dose minimale qui va te permettre d'être bien toute la saison et on construit. Ok, super intéressant. J'ai un dernier petit thème résumé sur une question pour terminer sur ce podcast. C'est parler un peu du mental et de l'état d'esprit. Mmh. Dans ta manière d'entraîner, de coacher, tu vois, il y a plein de façons de faire en fonction des personnalités de chacun. Et toi, par rapport à ton passé de judoka et à ta manière d'être, comment tu coaches? Quelle dynamique, tu mets dans tes séances? Et est-ce que tu essaies de faire passer des messages? Est-ce que tu comment tu t'y prends un peu dans cette optique de mentalité et d'état d'esprit? Je Bah, sais pas si déjà, ma question est claire. ouais, la question est claire. La pédagogie du judo, elle a énormément influencé.
Mais elle est influencée, en fait, c'est le maintien des grands principes. Le premier point, un des trucs, m'a quand même transféré mon prof, mon premier prof de judo là qui s'appelle Christophe. Christophe, il est ultra, ultra fort pour repérer comment fonctionne le sportif et c'est ça et je pense que en fait, si on me demande si je fais de l'aspect mental, c'est par rapport à ta question, si je fais pur et dur, je dis, non. Mais, heu, dans la vraie vie, on va dire, et je touche du bois, en général, mes athlètes, ils progressent plutôt très bien, d'accord? Et même sur le modèle de performance. Et du coup, je pense que c'est indirectement, ça se fait naturellement, c'est que c'est par rapport à ce principe que Christophe il m'a transmis, c'est être en capacité de me dire: «OK, j'ai qui en face de moi? Comment il fonctionne?» Il y en a certains qui, si je résume, il y en a parfois qui aiment bien être dans leur cocon et on les fait avancer dans ce cocon-là et dès qu'ils sortent de ce cocon-là, ils sont mauvais donc mon rôle, c'est de les remettre dans ce cocon-là et d'autres, à l'inverse, ils ont besoin qu'on leur gueule dessus, d'accord? Donc c'est vraiment des extrêmes, pour simplifier la chose, mais c'est OK, j'ai qui en face de moi? Comment il fonctionne? Comment il fonctionne quand il est performant? Comment il fonctionne quand il est pas performant? OK et beh, peut-être qu'on va travailler sur ces points-là et organiser les séances autour de ces points-là pour que faire en sorte que, bah, quand il est pas performant, beh, arriver à reconstruire un modèle de performance, heu un environnement dans lequel il va pouvoir redevenir performant et quand il est performant, être encore plus performant. Mais aussi savoir identifier, OK, tu es dans un environnement qui est pas performant, je vais devoir t'apporter ou on va devoir, c'est mieux on va devoir. Pourquoi? Parce qu'on met aussi l'athlète en réflexion. C'est pas qu'à l'entraîneur de réfléchir, c'est à l'entraîneur plus l'athlète. C'est le corpus, entraîneur-athlète qui doit avancer ensemble. Ça ne doit pas venir que de l'entraîneur, parce que si ça vient que de l'entraîneur, c'est du travail mâché pour l'athlète et la rétention sera moins bonne. C'est vraiment ce corpus entraîneur-entraîné qui est important. C'est mettre en place, justement des réflexions. OK, ce jour-là, tu pas été performant. Pourquoi tu as pas été performant? OK, tu avais pas tes routines, tu avais pas tes griri. Bah, OK, ben, à un moment donné, il va falloir apprendre à être performant sans tout ça aussi. Et c'est, après, du coup, recontextualiser dans le modèle de l'entraînement, ben, il y avait ça et ça, point là qui t'ont perturbé. Bah, peut-être qu'on va les remettre dans le modèle d'entraînement pour que tu apprennes à performer avec ça. Donc, parce que s'entraîner quand tout va bien, c'est facile. Il faut aussi s'entraîner, et apprendre à performer quand tout va mal aussi. Et c'est ça, tout l'art, hem de savoir identifier quel humain on a en face de nous, quel type de sportif on a en face de nous, quel type de performance quand tout va bien, on a en face de nous, mais aussi quel type de contre-performance et de savoir performer quand ça va pas, quelle est la personne qu'on a en face de nous quand c'est comme ça aussi. Et je pense que c'est le plus grand levier, parce que, on a beau, faire de la prépa mentale et cetera. Hem, déjà, si ça vient pas, de l'athlète, il y a peu de chances que ça fonctionne, et d'ailleurs les meilleurs préparateurs mentaux, vont bosser sur ça, parce qu'ils savent très bien que, si ça vient pas de l'athlète en lui-même, bah, il y a peu de chances que ça fonctionne et heu et c'est que aussi on va devoir et je le répète, construire vraiment ce modèle de performance quand ça va bien et quand ça va pas bien. Et quand ça va pas bien, bah, c'est là, mettre les choses sur table et dire: «OK, il y a ça, ça, ça et ça qui va pas. OK, et bien avec ça, tu vas devoir devenir performant OK, et c'est à ouais, toi». Et c'est après du coup, tu l'accompagnes pour, dans cette approche-là. mmh. Du coup, je me disais, c'est plus facile à faire quand on est sur du coaching, individualisé que quand, par exemple, tu es en sport co et que tu as 15 athlètes.
pouvoir voilà, faire entre guillemets, adopter la bonne relation à l'autre Ouais, quand tu as un alors groupe en oui, face de oui, toi, c'est toujours c'est 15 un athlètes, mais rapport. c'est 15 individualités. Mais Oui, après, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est quel temps tu as à ouais, dispo pour eux et comment tu es rémunéré pour eux, et cetera. C'est certain, c'est obligatoire, et si tu as pas, bah, en fait, là, c'est oui, la meilleure réponse. Si tu as pas le temps, si tu as pas les leviers pour répondre à ça, beh, il faut pas faire et tu te concentres sur les points q c'est ça qui va être, important. C'est si tu peux pas faire, tu ne fais pas et tu te concentres sur les plus gros leviers qui vont pouvoir impacter ton équipe par rapport aux, aux aux besoins matériels que tu as à disposition, matériel, ouais, financier, et cetera. Parce que si tu t'attardes sur des choses que tu ne contrôles pas ou que le levier est impossible, tu perds ton temps. ouais, ouais, c'est clair, ouais. OK. Bah, écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je te laisse, le mot de la fin si tu veux faire passer un dernier message, aux personnes qui nous écoutent, tout thème confondu. Je te laisse la parole. Bah, si on résume un petit peu, bah, déjà, je pense qu'il y en a quelques-uns et j'en suis désolé, mais parce que la vérité, elle est là, c'est que ça va être frustrant pour certains quand ils vont écouter le podcast parce que, je donne pas de recettes toutes faites, heu et parce C'est qu'en fait, normal. donner des recettes toutes faites, c'est mentir. Et qu'à un moment donné et d'ailleurs ça rejoint mon poste d'aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à réfléchir et apprendre à réfléchir, c'est, s'interroger sur qui avec qui on travaille, s'interroger sur le modèle de performance, s'interroger sur le modèle de la santé et une fois que tu as ce triptyque-là, alors tu vas pouvoir mettre en place, bah, déjà des réflexions avec toutes les personnes aussi qui gravitent autour de l'athlète et une fois que tu as les réflexions là, bah, tu traiteras les urgences en premier et tu mets des solutions pour, pallier ça et c'est plutôt cette réflexion-là qui à mon sens, est fondamentale parce que si on donne des recettes toutes faites, bah, tout simplement en fait, personne progresse et tout le monde évolue au rabais et le rabais du rabais du rabais, bah, ça donne de la merde à la fin et ça donne des choses qu'on entend, qui sont, complètement, non applicables, en dissonance complète avec la réalité et que, à un moment donné, il faut activer les bons leviers et une des activations nécessaires du levier, c'est apprendre à réfléchir. Et apprendre à réfléchir, oui, ça nécessite de se former, oui, ça nécessite aussi de pratiquer soi-même et ça nécessite aussi, à un moment donné, de savoir entraîner. Est-ce que tu as accumulé des heures à entraîner les gens? Parce que si tu restes derrière ton ordi à distance, bah, tu apprends rien du tout puisque tu sais pas comment les gens évoluent, tu vois pas, tu éduques pas ton œil, tu éduques pas ta pédagogie, tu prends pas en compte les feedbacks et c'est ça aussi entraîner, c'est pouvoir s'adapter en live avec les personnes. Donc ça passe par ça aussi. Ça marche, ça conclut très bien, le podcast. Merci beaucoup Fred d'avoir, répondu à mes questions. Merci pour ton partage de connaissances et de pistes de réponses et de réflexions, pour tout le monde. Merci à toi. Merci à toi, Yohan, pour l'invitation. Et bah, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir, écouté le podcast jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.